Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui parce que la saison des reveals bat son plein. Il y a encore eu une fournée de cartes révélées et dont certaines qui sont vraiment très intéressantes pour la suite de Lorcana. Avant de passer à toutes ces nouvelles cartes, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, ça me soutient. Voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, pour les gens qui veulent me suivre sur d'autres supports, vous pouvez également retrouver le lien de mon Instagram dans la description, tout comme le lien vers le Discord Alter Ego. N'hésitez pas à nous y rejoindre dessus également. Et on enchaîne immédiatement avec la première carte qui a été révélée, donc Archimède, une 2-2 pour 2 ancrable Killer 1. À chaque fois que un adversaire choisit ce personnage pour, avec une action ou une habilité, vous allez pouvoir piocher une carte. Donc ça peut être assez intéressant, même si je vois pas trop dans quel deck elle pourrait être jouée, puisqu'en général quand l'adversaire va cibler votre Archimède, en général il va tout simplement pas survivre. Après c'est toujours intéressant d'avoir une carte qui vous permet de piocher à chaque fois que l'adversaire va tenter d'aller vous le chercher. Évidemment on aurait préféré qu'il est insaisissable, on aurait aussi préféré qu'il ait 2 par exemple, pour que l'adversaire ait vraiment envie d'aller le chercher avant qu'il puisse partir à l'aventure, ou qu'il puisse pas tout simplement le trade s'il avait insaisissable. Là c'est vrai que ça mitige un petit peu l'effet de la carte. On se dit que bon, l'adversaire au final peut très bien soit l'ignorer, soit juste attendre qu'on parte à l'aventure une fois et aller le trade assez facilement. Donc bon, et puis en plus il faut qu'il le choisisse, donc ça veut dire que les effets de masse comme Soyez prête ou Tuons la bête par exemple ne fonctionnent pas, ne vous feront pas piocher de cartes sur le Archimède, donc carte plutôt moyenne je pense. Ensuite on a Toby, se donne un mal de chien, une 3-1 pour 1 non ancrable, Killer 1 tout simplement. Alors d'habitude les 3-1 avec ces stats là en général ont combattante. L'avantage de Toby c'est qu'il n'a pas combattant, donc évidemment il va pouvoir partir à l'aventure. L'adversaire si il veut le trade, il va forcément perdre ses créatures de premier tour. Vous allez pouvoir éventuellement défier des personnages avec et les tuer tout simplement. Il rentre dans l'archétype un petit peu rouge qui est en train d'essayer d'être mis en place par Ravensburger, où vous devez avoir des personnages avec beaucoup de force pour plutôt rouge-gris, pour pouvoir facilement activer les effets des cartes qu'on a vues, comme par exemple le Mouchou ou d'autres, ou même permettre en fait, plus vos personnages ont beaucoup d'attaques, plus vous allez pouvoir trade facilement et prendre des trades positifs et l'aurer avec d'autres cartes un petit peu rouge-gris. Donc à voir, elle est non ancrable, c'est vraiment le gros défaut de la carte. Ensuite on a Robin des Bois à l'œil affûté, une 3-3 pour 3 ancrable, soutien, Killer 1. Alors le mot-clé, hein, on connaît, hein, il est ce qu'il est. À mon avis, ça peut être un mot-clé qui peut être fort, mais là il manque, toujours pareil, il manque la carte qui va rendre ce mot-clé très fort. Pour l'instant, c'est juste une 3-3 qui va partir à l'aventure pour 1 et qui va donner soutien. Alors donner 3 de soutien, ça peut être intéressant, mais voilà, je pense qu'il y a bien mieux à mettre dans des decks bleus que ce Robin des Bois malheureusement. En format scellé par contre ça peut être assez intéressant. Soutien 3, ça permet d'aller chercher un petit peu des trades positifs avec des cartes qu'on aurait posées tour 1, tour 2, des cartes un petit peu moyennes qui là peuvent être rentabilisées avec plus 3 de force. Ça peut vous permettre de faire des trades positif. Ensuite on a Manœuvre magique, une action en violet pour 2 ancrables. Choisissez l'un de vos personnages et renvoyez-le dans votre main. Choisissez un personnage et épuisez-le. Alors ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est une action qui coûte pas cher. Elle va vous permettre de bounce vos propres créatures et d'épuiser les personnages adverses. On a vu qu'il y avait notamment le TK en rouge-violet qui permet, lorsque les personnages sont épuisés, de pouvoir les bannir. On se dit pourquoi pas. Il y a pas mal de personnages aussi comme le génie légendaire du 7-6 qui permet de lock les boards si les personnages sont épuisés en face. Donc ça pourrait éventuellement rentrer dans un nouvel archétype qui serait un archétype violet avec je sais pas trop quelle couleur, peut-être du bleu ou du rouge, un archétype un petit peu freeze où vous allez tout simplement geler le board adverse. Il va pas pouvoir se dégager, il va pas pouvoir se servir de ses créatures. Ce serait un archétype qui me plairait beaucoup. J'aimais beaucoup jouer Mage Freeze dans Hearthstone. Donc voilà, cette carte me dit que peut-être c'est le début d'un améthyste freeze et ce serait plutôt intéressant. Ensuite on a Réveille-toi Alice pour 1 ancrable, une action verte. Choisissez un personnage avec au moins un dommage et renvoyez dans la main de son propriétaire. Alors on va voir, il y a des cartes
qui vont permettre de mettre des dégâts assez facilement au personnage adverse. Toujours le même problème, c'est que renvoyer un personnage dans la main de son propriétaire, et ben tout simplement c'est pas se débarrasser du personnage, c'est le remonter pour le revoir revenir plus tard, sauf si vous le couplez avec de la discard, auquel cas c'est évidemment bien plus redoutable. Je sais pas trop quoi en penser, je suis pas hyper fan de cet archétype dégâts qu'ils essayent de mettre en place avec le vert. Pour l'instant ça marche pas du tout, je vois pas trop comment ça pourrait marcher. Là on va voir, il y a une carte rouge-verte qui permet de mettre des dégâts au personnage adverse, mais je trouve que c'est un peu lourd, un petit peu dur à mettre en place, donc je pense que c'est pas une très bonne carte. Ensuite on a outil inhabituel, un objet rouge pour 1 ancrable. Lorsque cet objet est banni, le prochain objet que vous jouez ce tour-ci coûte 2 de moins. Alors évidemment ça synergise avec la belle et la bête rouge-bleu qu'on a vu dans les decks de démarrage. Je pense que bannir cet objet pour pouvoir payer 2 de moins, ça peut être intéressant, mais c'est quand même un petit peu compliqué, il faut quelque chose pour pouvoir sacrifier cet objet, donc je pense que malheureusement ce n'est pas un très bon ajout pour le rouge bleu objet, ou même pour le rouge quelque chose objet. Je pense que c'est pas terrible. Là on a une carte assez intéressante, je trouve, le Pat Crapule de pirate, une 1-2 pour 1 ancrable. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un objet et le bannir, ça leur 1, ça coûte 1. Si on arrive à faire un archétype vert rouge action, ou je pense à vert rouge action parce qu'évidemment on a le Robin des Bois légendaire du 7-5 qui permet d'aller checker les actions et de les jouer gratuitement. Ça peut être un bon contre à bleu rouge. Ça peut même être un... si les objets deviennent évidemment prédominants dans la méta, je pense que ça peut être une excellente carte si tant est que cet archétype un petit peu action vers quelque chose d'action puisse fonctionner. Il a le mot-clé pirate, on a vu qu'ils essayaient de mettre en avant le vert gris pirate, donc après on peut aussi évidemment jouer des baboum, des allumer les mèches, des fracasser. Ce sont des actions, ça permet de gérer le board. Si en plus ça permet d'aller détruire des objets qui pourraient nous embêter, ça peut être évidemment très très fort. Ensuite on a Cusco provisoirement en baleine, une 1-4 pour 5 non ancrable qui leur 2 une seule fois durant votre tour. Lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage, un objet ou un lieu coûtant 2 ou moins et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Ce joueur pioche ensuite une carte. Je trouve que c'est très cher, 5 non ancrables. Ça leur 2 heureusement, par contre les stats sont pas terribles, 1-4 et voilà, vous allez pouvoir faire du bounce autrement qu'avec la boucle Merlin, enfin la série de cartes mime, pardon. Mais bon, je suis pas totalement convaincu par ce Cusco. J'ai l'impression que c'est pas très très fort. En plus, il y a la limitation du coût qui coûte 2 ou moins, donc ça limite vachement les cartes que vous allez pouvoir renvoyer dans votre main ou dans la main de l'adversaire. Bon, évidemment, je pense que c'est mieux de renvoyer dans sa main puisque ça vous fait piocher. Sauf si on veut mettre en place un archétype meule, peut-être remonter dans la main adverse pour ensuite le faire piocher. Ouais, non, je suis pas grand fan de cette carte. Ensuite on a Grange, expert en canon pour 2 ancrables, une 2-2 qui leur 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. Alors on a vu juste avant la carte qui permettait si on joue des actions de détruire des objets, et ben là du coup pareil, ça permet de payer 1 de moins la prochaine action. Le gros problème évidemment c'est ses stats, de 2 ça meurt sur beaucoup de choses. Il faut l'envoyer à l'aventure, donc en plus le personnage risque de globalement faire son effet qu'une fois. L'adversaire va pas vous laisser jouer des actions pas très chères. On aurait sans doute préféré qu'il soit plus haut en curve pour pouvoir jouer. Je pense à Soumettez-vous à ma volonté, l'action verte qui permet de faire défausser toute la main. On aurait pu éventuellement imaginer qu'on pouvait jouer cette carte du coup tour 6 grâce à ce personnage là. Mais il aurait fallu qu'il ait des stats plus conséquentes. Là, je pense que c'est un petit peu léger en termes de body. Je pense que c'est pas une très bonne carte. Ensuite, on a Chargeur de Baymax, un objet bleu pour 3 ancrables. Chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn en utilisant sa capacité alter, vous pouvez piocher une carte. Là aussi, c'est cher. 3 pour ne rien faire. Ensuite, il faut jouer un Floodborn en utilisant sa capacité alter pour piocher une carte. Ça fait beaucoup de conditions. Je pense que c'est une mauvaise carte, même si évidemment on a très envie de le jouer avec le Baymax vert bleu qui permet de s'altérer, de se shift sur n'importe quel support, donc ça pourrait être intéressant. Mais voilà, 3 pour piocher une carte si vous avez réussi à shift un de vos personnages. Je trouve que c'est très très cher pour un effet qui est
pas très bon, surtout qu'en bleu on n'a pas vraiment besoin de ça pour piocher. Donc voilà, je pense que c'est pas terrible comme carte. Ensuite on a King Candy Royal Racer, une 2-2 pour 4 ancrables Killer 2 qui est pilote. Ça c'est intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait une Kaloun qui permettait de remonter des personnages pilotes dans votre main. Et cette fois-ci c'est à chaque fois qu'un de vos autres personnages pilote est banni, chaque adversaire choisit et bannit un de ces personnages. Pour le coup c'est assez intéressant si on arrive à mettre en place ce rouge-jaune un petit peu piste de Sugar Rush avec la ligne d'arrivée, la ligne de départ. Si en plus on a une flopée de pilotes qui arrivent avec la Kaloun notamment, ça pourrait être intéressant. Il faut bien évidemment qu'on ait des pilotes qu'on ait envie d'envoyer à l'aventure, enfin en tout cas des pilotes très forts qu'on ait envie de remonter en main et de jouer et d'abuser un petit peu du pouvoir de King Candy, sinon ça va être un petit peu mauvais. Mais voilà, si on arrive à avoir des bons pilotes jaunes ou rouges, qu'on a envie de jouer plein de fois et notamment d'en abuser avec le King Candy et avec la Kaloun, et bien évidemment cette carte là pourrait être une carte un petit peu pilier dans un archétype un petit peu pilote. Ensuite on a Pete Space Pirate, une 5-5 pour 6 ancrables qui se shift pour 4 Killer 2. Lorsque ce personnage est engagé, les personnages adverses ne peuvent pas s'engager pour chanter des chansons et vos pirates gagnent résiste plus 1. Il est lui-même pirate, donc en fait quand vous l'engagez ça devient une 5-5 résiste 1 Killer 2. Des stats plutôt intéressantes, un effet qui est quand même assez intéressant je trouve, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait un bon petit pit à 1, voire même le pit à 3 qui permet de ne pas faire chanter les chansons. Alors celui-là il a l'avantage évidemment qu'il ne pourra pas être joué dans le style song parce qu'on avait vu le pit arbitre par exemple qui était principalement là pour contrer le style song qui au final est devenu une arme du style song. C'est un petit peu dommage. Là au moins cette carte là elle ne peut pas être jouée dans le style song et elle va probablement bien embêter le style song puisqu'avec résiste 1 elle ne se prend pas Zeus et il va falloir que l'adversaire s'y emploie pour la détruire et pouvoir ensuite chanter des cartes, pouvoir engager ses personnages pour chanter. Donc je pense que c'est une très bonne carte pour le vert gris pirate qui va potentiellement bien embêter le style song évidemment dans l'idée que cet archétype là va devenir viable. Mais voilà, c'est avec ce genre de carte là que l'archétype pourra devenir intéressant et je trouve que c'est très bien. Ensuite on a une carte bicolore, Mulan Impérial Général, enfin Général Impérial plutôt en français, une 5-6 pour 7 ancrables Killer 2 qui est grise et rouge, donc des couleurs qu'on a envie de plus en plus de tester dans ce set. On a vu le Moshu, on a vu d'autres cartes qui sont très intéressantes. Celle-ci elle se shift pour 5, alors il y a pas mal de petits supports à Mulan, malheureusement il se blesse un petit peu en rouge pour l'instant. Cette carte là est aussi insaisissable et lorsque ce personnage en défie un autre, vos autres personnages gagnent. Ce personnage peut défier des personnages redressés ce tour-ci. Ça c'est assez intéressant. Je trouve qu'elle est un peu chère pour 7 ancrables. C'est peut-être un peu cher. Après, si on arrive à la shift pour 5, ça peut être intéressant, même si le coût en shift reste quand même assez élevé. Je trouve que c'est une bonne carte qui va permettre de... En fait, le rouge-gris a l'air de vouloir baser sa stratégie sur le défi, aller défier les personnages adverses. Et du coup, le plus on aura de personnages qui nous permettent d'aller défier les personnages redressés, le plus évidemment ce sera intéressant. Celle-ci, elle va notamment chercher le Maui requin, donc ça peut être très intéressant dans la méta actuelle si le rouge-gris défie, enfin ouais le rouge-gris, je sais pas trop comment on peut l'appeler, le rouge-gris qui va chercher à se battre sur le board, ça peut être évidemment une carte très intéressante. Ensuite on a Maid Marianne, je sais plus comment c'est Marianne mais je sais plus le nom en français, une 3-3 pour 4 ancrables bleu grise Killer 2. Pendant le tour de votre adversaire, à chaque fois qu'un de vos personnages alliés est blessé, vous allez pouvoir infliger un point de dégâts à un personnage adverse et vos personnages nommés Lady Cluck gagnent plus 1 de résiste. Alors la Lady Cluck, je me rappelle plus ce que c'est son nom en français, mais c'est la 2-7 rempart hors d'atteinte en gris bleu évidemment, donc ça c'est intéressant de lui donner résiste plus 1. C'est évidemment très intéressant. D'ailleurs, on la voit en fond dans l'illustration. Après l'effet de Dame Marianne, il est quand même un petit peu léger. Ça vous impose de jouer des personnages alliés pour infliger un dégât à un personnage adverse choisi. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne carte.
même si évidemment si vous avez plein de personnages alliés que l'adversaire est obligé de passer par le board, remarque c'est pas forcément par le board, il peut aussi jouer des actions pour les blesser, ça peut vous permettre de renvoyer un petit peu des dégâts. Mais non, je suis pas hyper convaincu par Dame Marianne. Monsieur Dark, une 1-2 pour 1 ancrable en bleu qui leur 1. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir l'un de vos objets et le bannir pour piocher une carte. C'est tout simplement un mini Flavorsham, moins intéressant puisqu'il n'a pas d'effet d'entrée en jeu. Après, vu qu'il va potentiellement se jouer au tour 1, c'est pas plus mal parce que si vous le jouez au tour 1, vous avez évidemment pas d'objet à bannir. On regrettera quand même des stats très très faibles. Globalement, il va partir une fois à l'aventure et puis c'est tout. Le Flavorsham avait cet avantage-là d'avoir 6 de volonté, donc c'était beaucoup plus dur d'aller le chercher. Là, lui, c'est un peu plus limite. En plus, il faut qu'il parte à l'aventure, c'est-à-dire que si vous le posez, le tour où il arrive en jeu, il fait rien. Donc c'est un petit Flavorsham beaucoup moins fort, mais beaucoup moins cher. À voir du coup s'il peut trouver sa place dans un deck plutôt a priori bleu-rouge objet. Ensuite, on a La vie nous a réunis pour 2 ancrables, une chanson en jaune, piochez une carte, très intéressant, choisissez un personnage qui gagne rempart jusqu'au début de votre prochain tour. Et ben ça, je pense que c'est tout simplement une excellente chanson qui va pouvoir renforcer l'archétype Steelsong de manière assez violente, puisque vous allez pouvoir chanter cette chanson avec un de vos personnages, donner par exemple pourquoi pas rempart à Daisy Duck, la 1-4, et protéger un petit peu vos autres personnages, vos porcinés par exemple, qui pourraient vouloir partir à l'aventure de manière assez agressive. J'ai l'impression que c'est une très très bonne carte, ça peut vraiment, vous pouvez donner rempart à votre Laurence par exemple aussi, ce genre de choses. Enfin, je trouve que c'est une très bonne carte, en plus elle vous fait piocher, elle a très peu de défauts, elle est ancrable. Je pense qu'on va la voir dans les Steelsong, au moins être essayée au début. Mais pour moi, c'est une excellente nouvelle chanson. Ensuite, on a Caché Kim, 4-3 pour 3, ancrable en violet, qui leur 1. Pas de texte. L'illustration est plutôt sympa. Je sais pas si c'est un personnage propre à l'histoire de l'Orcana ou s'il est tiré d'un dessin animé. En tout cas, il est plutôt stylé. Il a pas l'air très sympa. Ça a l'air d'être un roi, le roi pourquoi pas de l'île d'Arcasia. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel Disney il est tiré. Moi, je n'en sais rien. Ensuite, on a L'eau a de la mémoire, une action bleue pour 1 non ancrable. Choisissez un joueur et regardez les 4 premières cartes de sa pioche, placez l'une d'entre elles sur sa pioche et le reste sous sa pioche dans l'ordre de votre choix. Alors ça, c'est pour le coup, je trouve que c'est fort, c'est une action qui est très intéressante puisqu'elle va vous permettre de regarder votre deck ou le deck de l'adversaire, pour vous de choisir la meilleure carte parmi les 4 qui se présentent et pour l'adversaire choisir évidemment la plus mauvaise carte parmi les 4 qui se présentent et lui enlever, potentiellement lui filtrer un petit peu le dessus de sa bibliothèque. Je trouve que c'est une carte très intéressante dans le design. Après, elle est non ancrable. Je la vois pas trop jouer dans le bleu-rouge. Sauf si, pourquoi pas, on pourrait vouloir enlever les Soyez prêtes ou des cartes qui peuvent nous embêter dans le deck adverse. Enfin non, je pense que c'est une carte très intéressante. Le seul gros bémol, évidemment, c'est qu'elle est non ancrable. Mais voilà, ça montre Elsa et Anna. On va voir que les Elsa et Anna ont évidemment leur propre carte dans ce chapitre-là, qu'elles sont bleu-violette. Alors pourquoi pas la jouer évidemment dans un deck bleu et violet. Ensuite, on a Adèle Machandel, un pilote. Alors, est-ce que c'est le pilote qu'on attend tous? Non, je pense pas. C'est une 2-2 pour 2 ancrable qui leur 1. Lorsque ce personnage est banni, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 de dommages. Je pense pas que le jaune-rouge pilote, enfin, et pour objectif en tout cas de soigner ses propres personnages. J'ai l'impression que c'est un deck qui veut plutôt contrôler un petit peu le board adverse, être un petit peu proactif et pas non plus réactif à soigner ses propres personnages. Donc je pense que c'est malheureusement un mauvais pilote. Ensuite on a Koda, petit nounours pour 3 ancrables en jaune, une 2-2 qui leur 3 tout simplement. Je pense que c'est pas mal dans un jaune violet très agressif, très aggro. On pourrait imaginer avoir des personnages qui leur 3. Ça fait mal quand même l'aurait 3. Après bon, heureusement il a des petites stats 2-2, donc il se prend un petit peu tout, mais il est ancrable. Ça me rappelle un petit peu le tapis volant en violet qui était 1-3 qui l'aurait 3. Je trouvais que c'était une carte assez intéressante, peut-être même plus que le Koda parce que les 2 de volonté c'est quand même très faible, mais voilà, ça reste
une carte intéressante. Ensuite, on a Mufasa, roi respecté, une 4/4 pour 4 ancrable, Killor 1 en gris, qui n'a pas de texte. Alors ça peut évidemment être un support alter au Mufasa violet-gris. Mais voilà, on va passer très vite parce que c'est des cartes assez bateau. L'avantage dans l'Orcana, c'est que toutes ces cartes Vanilla qui n'ont pas de texte peuvent potentiellement servir de support à alter, donc c'est toujours intéressant d'en avoir, même si on préfère évidemment quand ils ont des effets. Là voilà, c'est une carte assez bateau. Par contre, cette carte là, je l'aime beaucoup. Merlin, enchanteur clairvoyant, une 0/1 pour 1 ancrable. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, nommez une carte et révélez la carte du dessus de votre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, placez-la dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Sinon, replacez-la sur votre pioche. Salor 1, bon ça c'est un petit peu anecdotique. Par contre, c'est très intéressant parce que ça complète tout l'archétype un petit peu chaumière de Merlin, Bruno Madrigal, qui permet d'essayer de jouer avec le dessus de sa bibliothèque, de connaître la carte du dessus de sa bibliothèque pour ensuite enclencher évidemment plein d'effets. Là en l'occurrence c'est de la rampe, qui arrive très très tôt puisque c'est une 0/1 pour 1 ancrable. Je trouve la carte très intéressante, le design est tout simplement très réussi, et je pense que cet archétype bleu-violet, si on arrive à ramper et à en même temps un petit peu trier le dessus de son deck, c'est-à-dire que là si la carte nous plaît pas, et ben globalement on peut la mettre en encre. Faut la connaître en fait, faut réussir à pouvoir voir la carte du dessus de sa bibliothèque. Si on arrive à le faire, et ben évidemment on pourra la mettre dans sa réserve d'encre. Donc je pense que c'est très intéressant. Après, on pourrait aussi imaginer un deck où on va jouer beaucoup de Merlin. J'y crois un petit peu moins pour en fait dire tout simplement Merlin à chaque tour et avoir un pourcentage de chance acceptable d'avoir un Merlin qui se révèle dessous. Mais je préfère plutôt connaître quand même la carte et ensuite faire quelque chose. Et autre point très intéressant pour cette carte, c'est que c'est tout simplement un support à alter au grand Merlin, visionnaire éclairé du set 5. Du 7/5 je crois, qui permet tout simplement d'aller tutoriser n'importe quelle carte dans votre deck. On est content d'avoir enfin des Merlins autres que les Merlins qui sont faits pour être boons. Là ça peut être très intéressant, on rampe suffisamment. Dès qu'on a fini de ramper, on peut altérer son gros Merlin pour tout simplement aller chercher ce qu'on veut dans son deck. Donc carte très 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 intéressante. Ensuite, on a Miss Bianca, agente indéfectible, une 5/5 pour 6 ancrable, Killor 1 en gris. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins si vous avez un personnage allié en jeu. C'est quand même très fort parce que on a vu que c'est... Enfin moi ça me fait penser personnellement au Picsou bleu qui coûte 4, qui est non ancrable et qui est 5/5 et Killor 2. Et en fait là vous avez un petit peu pareil sauf que ça alors que 1, mais c'est ancrable parce que globalement si vous jouez dans un gris bleu, moi je la vois jouer dans un gris bleu, vous allez forcément avoir des personnages alliés et du coup ça fait que vous allez pouvoir la jouer pour 4. Et pour 4 jouer une 5/5 qui en plus peut chanter ce rêve bleu ou chanter plein de chansons, et ben c'est tout simplement très intéressant. Donc je pense que cette carte est loin d'être mauvaise, même si de prime abord on peut se dire oui bon on peut faire mieux. Avoir un chanteur 6 5/5 au tour 4 dans du gris, ça peut être évidemment très très fort. Ensuite on a Orville l'Albatros R, une 4/3 pour 3 ancrable en gris, Killor 1. Durant votre tour, tant que vous avez un personnage Miss Bianca ou Bernard en jeu, ce personnage-ci gagne insaisissable. Alors on a vu qu'il y avait là, on vient juste de voir Bianca, mais bon, une 4/3 pour insaisissable, je sais pas. Après elle arrive juste avant la Bianca, c'est un personnage allié, donc ça pourrait évidemment vous permettre d'avoir une 4/3 ancrable, insaisissable, au tour juste avant Bianca, comme ça vous posez votre Bianca, et vous pouvez directement utiliser Orville. Je sais pas, ça pour le coup je trouve que c'est un peu plus mauvais, je pense qu'on a mieux à jouer au tour 3 que un Orville tout simplement. Ensuite on a la carte qui a été révélée par Ophélos et qui a fait une mini polémique, alors mini polémique, c'était pas grand chose, une 1/2 pour 2 ancrable Killor 1 qui est violet-vert, donc une carte bicolore. C'est une carte insaisissable et qui gagne offensif 2 lorsque ce personnage défie. C'est un nouveau support au petit Diablo, enfin au gros Diablo, mais globalement c'est une 3/2, ça va pas chercher grand chose, c'est insaisissable. Globalement je suis pas hyper fan de cette carte, même si le design est évidemment
très très cool. Ensuite on a par contre cette carte là, elle me donne très envie, donc c'est ça qu'on a envie de voir en carte bicolore, hein, comme le Moshu qu'on a vu en violet, en rouge gris. Là on a la reine de cœur, despote imprévisible, une 2-6 pour 5 non ancrable en vert et en rouge, killer 2, qui s'altère pour 3, et chaque fois qu'un autre personnage est joué, placer un dommage sur lui. Alors ça c'est très intéressant parce que si on veut essayer de mettre en place cet archétype un petit peu vert dégâts, et ben on a enfin un moteur à dégâts sur les personnages adverses. Évidemment si on joue, je sais plus ce que c'est le nom de la carte, l'objet vert qui empêche en tout cas l'adversaire d'enlever des jetons de dommages, et ben ça rend cette carte encore plus fort. Elle s'altère assez tôt, malheureusement elle a que 2 de puissance, donc elle se prend évidemment la grande Sissou, elle se prend plein de choses, mais l'effet est quand même super cool. Ça peut être enfin le moteur, en tout cas le générateur de dégâts sur le personnage adverse pour rendre toutes les cartes qui ont été éditées jusque là intéressantes. En plus la carte, l'illustration est quand même super chouette, ça fait un peu penser à Noël, le vert et le rouge comme ça, mais voilà, j'adore cette carte, je la trouve très très jolie, et le design est très intéressant à voir, évidemment si elle est suffisamment puissante pour ouvrir cet archétype là, ou si tout simplement elle ne sera jamais jouée parce que l'archétype n'est pas viable. Ensuite on a encore une carte bicolore, cette fois-ci une jaune-violette, Mirabelle Madrigal, rêveuse pleine d'espoir pour 3 ancrables, une 1-3 qui l'or pour 1, qui est insaisissable et qui est mélomane 5, c'est beaucoup, et ce qu'on apprécie c'est qu'elle peut ouvrir un archétype chanson pour le jaune-violet, donc potentiellement une manière de jouer jaune-violet autrement que hyper aggro. On a déjà eu plein de madrigales, notamment je sais plus comment elle s'appelle, mais la madrigale la plus âgée qui permet d'aller tutoriser un personnage madrigal dans son deck. Et ben c'est peut-être ce genre de personnage là qu'on a envie d'aller chercher avec. Maintenant il va falloir des bonnes chansons en violet et en jaune, pour pouvoir rendre cet archétype intéressant, mais c'est très intéressant d'avoir enfin un deck chanson autre que jaune-gris, et là en fait ce qui est bien c'est que vu qu'elle est bicolore, ça impose un deck chanson jaune-violet, et sur le thème madrigal. Alors est-ce que ça restera un thème un peu fun, ou est-ce que ça va être un deck qui pourra être jouable? En tout cas c'est une carte qui est très intéressante, Mélomane 5, on aime beaucoup, donc voilà, à voir un petit peu ce que ça peut donner, mais carte très très intéressante avec une illustration tout simplement magnifique. Ensuite on a reconstruire l'Atlantide, une action en grise pour 5 non ancrables. Vos personnages ne peuvent pas être défiés jusqu'au début de votre prochain tour. Je sais pas trop comment penser, j'ai l'impression que c'est pas mal. Malheureusement j'ai l'impression que c'est cher quand même, mais ça pourrait être le haut de curve d'un deck gris quelque chose aggro, ça pourrait être assez intéressant. Ça protège tout votre board contre les défis, évidemment pas contre les soyez prêts ou les Sissou, mais voilà, ça pourrait être un haut de curve d'un deck aggro, un petit peu la carte qui vous permet de partir à l'aventure, de vous jouer ça, vous protégez votre board et vous pouvez repartir à l'aventure le tour d'après. Vraiment le haut de curve d'un deck très aggro à voir, mais c'est vraiment dommage qu'elle soit non ancrable, parce que arriver à 5 d'encre avec un deck aggro c'est quand même un petit peu élevé, donc à voir ce que ça peut donner. Là par contre on a aussi une excellente carte, le Gantou, exécuteur expérimenté en gris, une de 4 pour 4 non ancrable qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, aucun personnage ne peut être épuisé pour chanter une chanson jusqu'au début de votre prochain tour. Jouer une action ou un objet coûte 2 de plus à tous les joueurs. Alors là c'est vraiment une carte anti-Steel Song, alors à mon avis elle va peut-être après heureusement elle est non ancrable, donc on sait que le Steel Song ne peut pas se permettre d'embarquer trop de cartes non ancrables, mais voilà, ça peut être vraiment intéressant. Ça empêche les soyez prêtes, ça empêche de jouer, ça augmente le coût pour jouer des objets. On pense notamment à la glace à l'eau qui là devient un objet pour 3, c'est vraiment cher pour piocher 1. Pareil, ça augmente le coût des actions, donc si l'adversaire veut quand même jouer son soyez prête, ça va lui coûter 9 et il ne pourra pas engager de personnage pour le jouer. Moi je trouve que c'est une excellente carte qui peut permettre de mitiger un petit peu le Steel Song, de poser des problèmes en fin de partie au deck très contrôle qui joue du rouge. Non, c'est une carte qui est vraiment intéressante. En plus, c'est lorsque vous jouez ce personnage, donc il n'a pas besoin de rester en vie. C'est vraiment jusqu'à votre prochain tour. L'adversaire ne pourra pas faire ce qu'il veut, même si ce personnage est tué. Donc, je trouve que c'est vraiment une carte au design très intéressant.
Ensuite on a C'est ma famille, une chanson en violet, donc on a vu qu'on avait une nouvelle chanteuse jaune-violet, donc on va voir si cette carte est forte. Pour 2 non ancrables, ça part un petit peu mal. Gagner un de l'éclat de l'or et piocher une carte, et bien finalement c'est pas si mal que ça. On n'a même pas besoin de le jouer dans un jaune-violet très aggro. On pourrait même l'imaginer un petit peu en complément d'un violet qui veut aller chercher du lore à distance avec les merlins, avec les roses et avec les nouveaux serpents fantomatiques là, qui permettent de gagner 2 de l'or. Ça commence à faire beaucoup de reach pour le violet. Il y a moyen qu'on ait des cartes, des decks en tout cas, qui deviennent menaçants beaucoup plus tôt. Avant, il fallait quand même arriver à 15-16 de l'or pour commencer à être menaçant. Là maintenant on va peut-être commencer à avoir moyen d'avoir des decks très très menaçants à partir de 12-13 de l'or, et ça peut être évidemment très très bien. Donc finalement une carte que je trouve plutôt intéressante. Ensuite on a Gaëtan Molière, la top, une 3-4 pour 3 ancrable en bleu qui leur 1 qui n'a pas de texte, donc on passe très très vite. Et on arrive à Mergotel, sorcière vaniteuse, avec une illustration vraiment très très belle, une carte bicolore rouge violette 1-4 pour 3 ancrable qui leur 1. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ses dommages sur un personnage adverse de votre choix. Alors là on a vu que la belle était pas mal jouée dans le 7-6 pour justement déplacer des jetons de dommages, notamment pour gagner un petit peu la bataille du génie en milieu de partie. Bon là elle est rouge-violette, donc elle va vous imposer d'être joué dans un archétype rouge-violet, mais ça peut être pas mal en vrai. J'aime bien cette mécanique de déplacer des jetons, d'autant plus si on arrive à faire un petit peu le violet-rouge, un petit peu sacrifice qui va blesser ses personnages pour accomplir quelque chose. Et ben ce genre de personnage là pourrait compléter à merveille un petit peu cet archétype, tout en permettant en fait d'infliger des dégâts à vos personnages pour faire des actions sur les personnages adverses et ensuite de soigner vos personnages tout en continuant à infliger des dégâts aux personnages adverses. Donc un design assez intéressant, à voir évidemment si cet archétype là va être viable, mais plus il y a de cartes qui vont faire ça, plus évidemment ça va être des archétypes qui vont être jouables. Ensuite on a une carte bicolore encore, une verte violette, pardon, Kronk décontracté, 4-4 pour 5 d'un ancrable qui leur 2, qui est hors d'atteinte. Toujours un mot-clé très intéressant avec des stats assez solides et beaucoup de lore, ça peut évidemment être intéressant. Si un effet devait vous faire défausser une ou plusieurs cartes, ne les défaussez pas. C'est toujours un effet intéressant dans l'optique, enfin dans l'idée en tout cas, où dans la méta il y a un deck discard qui est très très fort. Donc c'est une carte qui est évidemment dépendante de la méta, à voir ce que ça va donner. L'illustration est vraiment chouette, elle est bicolore, donc ça enferme un petit peu encore une fois la carte dans un deck précis. Après elle est hors d'atteinte, elle est non ancrable, c'est vraiment un problème aussi. Donc voilà, carte qui va être évidemment dépendante de la méta pour être jouée ou non. Ensuite on a Seabug, ennemi invasive, une 1-2 pour 2 ancrable. Ce personnage gagne plus 1 d'attaque pour chaque autre personnage que vous avez en jeu, ça leur 1, et ben ça c'est tout simplement je pense une très très bonne carte pour l'archétype violet, rouge, gris qui veut défier les personnages adverses, puisque plus vous allez avoir de personnages en jeu, il suffit globalement d'en avoir que 2 pour que ça commence à être intéressant. Il va devenir 3-2, on a vu que Moshu permettait de rajouter en plus de l'attaque sur vos personnages, donc je pense que c'est une très très bonne carte pour l'archétype rouge-gris, plutôt combat, plutôt orienté sur le lore fait en allant prendre des personnages adverses. J'aime beaucoup cette carte. Ensuite on a la première légendaire rouge, j'adore le design, j'adore le dessin, elle est vraiment super belle. Balou, griffe d'acier en rouge pour 6 non ancrables, une 5-4 qui leur 2. Vos personnages avec une attaque de 7 ou plus ne peuvent se voir infliger aucun dommage. Donc peut-être un petit peu dur à jouer, mais je trouve que le design de la carte est pareil, très intéressant, une carte qui va évidemment s'insérer dans le rouge-gris, je pense, puisque vous allez essayer d'avoir des personnages avec beaucoup d'attaques, et en gros, si vous arrivez à avoir un personnage qui gagne suffisamment d'attaques pour arriver à 7, et bien tout simplement il ne prend pas de dégâts, donc que ce soit en défiant, en étant défié ou avec des chansons. Évidemment il arrive juste après le Moshu, donc ça veut dire que il aurait tout le temps 7 d'attaque. Si on arrive à protéger le Moshu,
échoue, ça veut dire que ce personnage-là peut partir à l'aventure, peut prendre des trades et est globalement un petit peu immunisé aux dégâts. En tout cas, mis à part les cartes qui disent détruisez ce personnage, toutes les cartes qui vont essayer de le blesser pour le détruire, et ben ça va être tout simplement pas bon. Puis voilà, l'illustration est quand même super chouette, ces effets d'ombre et tout, les couleurs en arrière-plan, je la trouve super chouette cette carte, j'aime beaucoup cette légendaire. Ensuite on a Kinaï, ours magique, une 1/4 pour 3 ancrable, violet, killer 1, offensif +2. Durant votre tour, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans votre main et gagnez un éclat de l'or. C'est pas si mal, ça va chercher les Madame Mime renard, ça donne encore du reach au violet, puisque lorsque vous allez en gros le sacrifier en allant défier un personnage adverse, vous allez gagner un éclat de l'or et vous allez pouvoir le remonter en main. Donc j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup le design. Je pense qu'il y a moyen qu'elle voit du jeu parce que, comme je vous l'ai dit, elle va chercher les Madame Mime, elle va chercher quand même pas mal de choses intéressantes. Donc, carte très très intéressante. Enfin, j'aime beaucoup la carte. Ensuite, on a la première légendaire grise, Bagheera, gardien félin. C'est la première fois que Bagheera arrive dans l'Orcana. On avait déjà eu Baloo, on avait déjà eu d'autres cartes. Là, c'est la première fois que Bagheera arrive. Et la carte est plutôt très très forte. C'est une légendaire grise, 4/3 pour 5 ancrable, killer 2. Il a rempart. Et surtout, lorsque ce personnage est banni durant le tour d'un adversaire, infligez 2 de dommages à chaque personnage adverse. C'est assez violent. Globalement, c'est un tuons la bête intégré dans une carte qui a rempart. Donc l'adversaire va être obligé de la gérer si vous avez un board assez intéressant. Donc peut-être plutôt dans un deck mid-range, voire un deck aggro, ça lore beaucoup, ça protège votre board et ça détruit le board adverse de manière assez passive. Vous pouvez la poser en rempart direct pour protéger votre board. Si l'adversaire vient vous la taper, il va être obligé de toute façon pour aller gérer votre board, et il va se prendre 2 de dégâts partout. Je trouve que c'est très 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 intéressant. Ensuite on a Lucky, miraculé de la portée, une 1/3 pour 3 non ancrable, un chiot. On a vu qu'il y avait la Perdita qui allait donner ward à tous les chiots. Celui-ci lore 2 et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous regardez les 2 cartes du dessus de votre pioche, vous pouvez révéler autant de cartes personnages chiots parmi elles que vous le souhaitez, placez ces cartes dans votre main, placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Alors évidemment ça fonctionne avec l'archétype chiot. Est-ce qu'il va être viable? Moi personnellement j'y crois pas du tout. J'aime beaucoup Perdita, je trouve que que ce soit l'ancienne légendaire jaune ou la nouvelle, j'adore le design, j'adore les couleurs jaune-bleu, le principe d'un deck chiot, c'est très marrant. Mais je pense que c'est pas très fort. Là c'est une 1/3 killer 2 qui est non ancrable, c'est assez cher, alors on pourrait imaginer un deck chiot avec que des dalmatiens, mais voilà, je suis pas convaincu pour l'instant par cet archétype chiot, à voir si je me trompe, mais pour l'instant ça ne me plaît pas. Ensuite on a le prince prétendant vigilant en jaune, une 0/5 pour 2 non ancrables, killer 1 et qui a rempart. C'est un énorme rempart, mais il a 0 d'attaque et il fait rien, et il est non ancrable, donc je pense que c'est pas vraiment ce qu'on veut. À voir évidemment si on a un archétype rempart qui devient intéressant. On sait qu'on a une vieille carte grise, le personnage de l'ours dans Robin des Bois, je me rappelle, Petit Jean, qui permet de booster vos remparts. On a vu que là on avait le chat jaune qui permet aussi de booster vos remparts, de donner plus 1 de l'or à vos remparts, mais je sais pas, je suis pas hyper convaincu. À voir évidemment si on arrive à développer cet archétype rempart, mais là comme ça je trouve que c'est une carte très mauvaise, enfin mauvaise en tout cas, si tant est qu'il n'y ait pas évidemment d'archétype rempart, mais sans archétype rempart évidemment c'est une mauvaise carte. Ensuite on a Donald, pirate plein d'entrain, une 1/1 pour 2 non ancrables, killer 2 en vert. Chaque fois que ce personnage est défié, vous pouvez renvoyer une carte action qui n'est pas une chanson de votre défausse dans votre main. Ça peut être évidemment intéressant. Il est pirate, donc il se joue préférentiellement dans un vert gris. On pourrait évidemment le voir jouer dans un deck rouge-vert avec des actions. Remonter des actions qui ne sont pas des chansons, ça limite quand même pas mal. En gris, on peut vouloir remonter les allumer les mèches, les fracasser, les baboum, ce genre d'actions. Je sais pas.
Il a de très faibles stats, 1-1. Heureusement, il hors 2, mais il est non ancrable. Je trouve qu'il a quand même beaucoup de points négatifs. Donc je pense que c'est une carte assez moyenne. Ensuite, on a Kida, penseuse créative, une 3-3 pour 4 ancrable, hors d'atteinte, qui hors 1. Vous pouvez l'engager pour regarder les 2 premières cartes de votre pioche. Placez-en une dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée, et l'autre sur votre pioche. C'est un petit peu un bleu lumière, en moins bien puisque vous ne piochez pas. Vous juste vous regardez 2 cartes, vous en mettez une dans votre réserve d'encre et vous gardez l'autre pour piocher au tour d'après. Ça peut être évidemment intéressant dans un deck qui veut connaître la carte du dessus de sa bibliothèque. Donc on l'enterre pas, c'est évidemment pas la meilleure carte pour le bleu-rouge rampe, mais dans un archétype qui veut jouer avec le dessus de sa bibliothèque tout en rampant un petit peu, un bleu-violet peut-être, ça peut être évidemment intéressant. Donc à voir, c'est des stats qui sont assez correctes, elle est hors d'atteinte, donc ça on aime bien. Elle est ancrable, donc pas une mauvaise carte, pas une excellente carte, une carte qui ouvre peut-être un nouvel archétype, donc toujours intéressant à voir si ce sera jouable. Ensuite on a Isabella Madrigal, une 3-3 pour 5 non ancrables en jaune, qui lore pour 4, c'est tout simplement énorme. Chaque fois que l'un de vos personnages chante une chanson, ce personnage-ci ne peut pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. On l'imagine évidemment jouer dans le style song, mon avis ça peut être vraiment fort, c'est un sacré gros loreur. 3 de défense c'est pas mal, 3 d'attaque c'est pas mal, ça permet d'éviter certaines choses en tout cas, mais non ancrable pour 5, c'est cher quand même, il faut que ça résiste un petit peu. Pourquoi pas l'avoir joué dans un jaune-violet, le nouveau jaune-violet chanson Madrigal. Alors est-ce que ce sera juste un deck à thème fun ou est-ce que ça peut être un deck fort? En tout cas cette carte là donne envie quand même d'être essayée dans le style song actuel, puisque vous allez pouvoir chanter plein de chansons et avoir un loreur pour 4 et en plus un chanteur pour 5 aussi, ça peut être intéressant. Donc carte vraiment très intéressante. Heureusement elle est non ancrable, sinon ça aurait été vraiment trop fort. Ensuite on a la carte qui a été révélée par Gaëtan Cole, je sais pas si vous avez vu sa vidéo, je vais la mettre je pense en fiche parce que pour le coup il a vraiment fait quelque chose de super fun, moi ça m'a fait beaucoup rire, donc n'hésitez pas à aller voir le reveal qu'il a fait, moi je trouve que c'est très drôle. C'est une 1-1 pour 2 ancrable qui leur 2, chaque fois que ce personnage est en mode aventure, vous pouvez choisir l'un de vos personnages qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Ça peut rentrer évidemment dans l'archétype un petit peu défi sur le board rouge-gris qui veut vouloir du coup augmenter la puissance de ses personnages pour atteindre pourquoi pas les 7 et faire proc l'effet du balou. Enfin il y a plein de choses où juste pouvoir aller prendre des trades assez intéressants avec. Ça peut être un bon drop 2 dans cet archétype là, elle lore quand même pour 2 donc c'est assez agressif. Après à voir si il y a mieux à mettre en fait pour à ce spot là, ou alors si son effet de pouvoir donner plus d'attaque est intéressant. Moi j'aime bien cette carte, j'ai un très bon feeling avec, sûrement à cause de la vidéo de Gaëtan Cole qui m'a fait beaucoup rire, mais voilà j'aime bien cette carte et j'ai bien envie de l'avoir testée dans des decks principalement rouge-gris. Ensuite on a hors service une action rouge pour 7 ancrable, heureusement. Tout simplement choisissez un personnage et bannissez-le, ça rappelle le feu du dragon sauf que c'est plus cher mais c'est ancrable, donc carte qui pourrait être intéressante. On voit qu'il y a King Candy derrière, à voir en fait dans quel archétype elle pourrait être jouée, un archétype probablement qui a envie de jouer moins cher des actions, donc un rouge-vert j'imagine, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait le Donald qui permettait d'aller récupérer des cartes actions qui ne sont pas des chansons, et on a vu qu'il y avait aussi Gwenge, la carte verte qui permet de jouer la prochaine action pour moins cher. Donc pour avoir si ça peut rentrer dans cet archétype là, je pense pas que ça rentre dans l'archétype jaune-rouge pilote, même si évidemment ça vient des mondes de Ralph. J'ai l'impression que c'est plutôt dans un deck rouge-vert avec le Robin des Bois encore une fois qui permet d'aller chercher des actions. Ça pourrait être assez intéressant, elle est ancrable donc c'est le gros point positif de cette carte là. Ensuite on a une autre action rouge, nous avons de la visite pour 3 non ancrables, redressez tous vos personnages, ils gagnent combattant pour le reste de ce tour, donc ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure, ils doivent défier. Ça pourrait être une bonne carte dans l'archétype rouge-gris qui veut aller défier les personnages adverses, ça vous permettrait d'aller pourquoi pas partir à l'aventure, de redresser tout le monde et ensuite de refaire du lore en allant défier les personnages adverses. À voir, mais encore une fois, c'est une carte qui me paraît assez intéressante. Malheureusement, elle est non ancrable, évidemment, c'est le gros point noir de cette carte.
Et on a enfin donc les cartes que je vous avais un petit peu parlé avant, la Elsa bleu-violette, 5-5 pour 7 non-ancrables killer 2 qui s'altère pour 4. On a quand même des bons alters, des bons supports à alter pour cette Elsa là. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et l'épuiser. Si vous le faites et que vous avez un personnage Anna en jeu, le personnage choisi ne se redresse pas au début de son prochain tour. Alors évidemment la deuxième partie est très conditionnelle, mais ça pourrait rentrer dans cet archétype un petit peu freeze de board qui pourrait être très sympa à jouer. La carte en plus est sublime, c'est Ian McDonald, donc c'est un peu le même c'est la même personne en fait qui a illustré beaucoup de cartes bicolores qui ont un petit peu cet effet, ce même effet, c'est reconnaissable je trouve par rapport aux autres illustrations. J'aime bien cette carte, elle est non ancrable malheureusement, elle est héros, donc plutôt pas mal. Elle est mage, on a vu qu'il y avait des cartes qui synergisaient avec ce mot-clé, notamment la carte qui permet de piocher des cartes et dont le coût est réduit en fonction du nombre de mages que vous avez en jeu. Donc à voir. J'aime bien le design, j'aime bien l'idée de cet archétype freeze. Est-ce que ça va être son moment ou est-ce qu'il va falloir encore attendre un peu d'avoir suffisamment de cartes qui le rendent viable? Je sais pas, mais j'aime bien la carte. Ensuite, on a Vaiana, exploratrice d'île, 4-3 pour 4 ancrables, rouge, killer 1, qui est insaisissable. Ça va chercher le génie et on est très content d'avoir cette carte en rouge. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, choisissez un autre de vos personnages qui gagne plus 3 d'attaque pour le reste de ce tour. Donc ça c'est une carte très intéressante parce qu'elle va chercher une des meilleures cartes de la méta actuelle et en plus elle rentre parfaitement dans cet archétype rouge-gris qui veut booster la force de vos personnages. Plus 3 c'est beaucoup, en fait c'est un petit peu une sorte de soutien déguisé, sauf que cette fois-ci c'est un soutien mais quand vous allez déjà attaquer les personnages, donc en fait c'est parfaitement raccord avec ce que veut faire le deck rouge-gris. Je trouve que ça fait quand même beaucoup de cartes rouge-grises qui synergisent et qui n'ont pas l'air trop mauvaises de prime abord, donc à voir, mais cet archétype là moi il me donne vraiment très envie d'être testé, et cette carte là je pense qu'elle est vraiment forte, tout simplement parce qu'elle est insaisissable et qu'elle va chercher le génie. Et ensuite on a une nouvelle série d'objets, les spirales d'améthyste, un objet violet pour 3 non ancrables. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ces dommages sur un personnage adverse de votre choix. Alors on a vu toutes les cartes qui synergisent, qui font cet effet là, elles sont rouge, violette, donc a priori un objet qui pourrait être joué dans cet archétype là, avec les belles, avec la mère Gothel, à voir. Je pense que c'est pas forcément... Enfin, encore une fois, c'est toujours pareil en fait. Si cet archétype-là marche, et bien évidemment cet objet-là pourrait être intéressant à voir après en fonction du nombre de non-ancrables, parce que c'est une carte non-ancrable, donc c'est un petit peu à mitiger de ce point de vue-là. Est-ce qu'on va avoir la place de le rentrer pour un effet qui peut avoir lieu qu'une fois par tour, puisque en rouge et en violet, vous n'avez pas trop le loisir d'ancrer plus qu'une fois par tour. Donc voilà, je sais pas trop, je pense que c'est pas terrible celui-là. Vous allez voir qu'il y en a un qui est évidemment bien plus fort dans ces nouveaux objets. Voilà, c'est celui-ci, spirale de saphir pour 2 ancrables, un objet bleu. Moi personnellement, je suis pas très content de voir ce genre d'objet là. Je pense que rouge-bleu a suffisamment dominé la méta et je pense pas qu'il avait besoin de cet objet là. Alors après, c'est aussi à prendre avec des pincettes parce que cet objet là, il pourrait éventuellement s'inscrire parfaitement dans le bleu-vert avec les muses, puisque durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage qui subit moins 2 d'attaque pour le reste de ce tour. Évidemment, ça pourrait vous aider très fortement à faire proc vos muses sur plein de personnages adverses. Après, le gros point négatif, c'est que ça évidemment renforce l'archétype bleu-rouge, puisque moins 2 à chaque fois que vous ancrez, ça veut dire que potentiellement vous pouvez ancrer 2 fois par tour, vous pouvez faire moins 2 à 2 personnages. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de personnages qui sont hors d'atteinte de la Sissou, hors d'atteinte même de la petite Sissou. Donc voilà, je trouve qu'il est... je pense pas que le bleu avait besoin de ça, le bleu-rouge en tout cas. Après, si il peut être joué et qui rend l'archétype bleu-vert lui aussi très fort, ça peut être intéressant, il y aurait potentiellement une bataille entre les deux. Mais voilà, mitigé, c'est une carte très forte évidemment, mais je suis pas très content de voir ce genre de carte qui renforce pour moi un des plus gros decks de la méta actuelle. Moi j'ai envie en tout cas que l'Orcana se renouvelle un petit peu. Ça fait longtemps qu'on a le bleu-rouge, le Steel Song, le rouge-violet.
qu'on a un petit peu les mêmes decks qui tournent, mais qui finalement apportent peu de nouveautés à chaque set. Et c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'il y ait de la nouveauté ce set là. Donc évidemment une carte qui vient renforcer un archétype déjà dominant, c'est pas forcément ce que j'ai envie de voir. Mais voilà, c'est évidemment une carte très très forte qui va être jouée, ça c'est certain. À voir du coup si elle trouve sa place autre part que dans le rouge-bleu, à voir. Ensuite on a, donc il va y en avoir 6, bon là pour l'instant il n'y en a que 3 qui ont été révélés. C'est la spirale d'émeraude pour 3 non ancrables. En plus évidemment la spirale bleue c'est la seule qui est ancrable. Elle aurait été non ancrable encore, pourquoi pas, mais là elle est ancrable, donc c'est assez bizarre et elle coûte moins cher. Alors celle-ci elle est non ancrable, elle coûte 3. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, choisissez un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. L'effet est quand même sympa. Donner ordre insaisissable à un personnage jusqu'à son prochain tour, ça peut évidemment vraiment embêter votre adversaire. Est-ce qu'on va avoir grâce à ça un archétype insaisissable? Ça serait intéressant, j'aimerais bien, évidemment. Je trouve que 3 non ancrables c'est quand même assez cher. Je suis pas sûr qu'un deck insaisissable veuille que la partie dure trop longtemps. Donc voilà, je suis pas hyper emballé. J'aime bien ce que ça propose, ce que ça peut vouloir donner comme idée d'archétype, mais je trouve que c'est un petit peu cher. Et encore une fois, je trouve ça dommage que une carte qui ouvre un archétype qui n'existe pas soit plus chère et non ancrable, alors qu'une carte qui renforce un archétype dominant soit ancrable et moins chère. J'ai un peu de mal à comprendre des fois pourquoi en fait ces choix là. Ensuite on a 2 sonnes en bleu pour 1 non ancrable, une 1-2 qui leur 1. Une seule fois durant votre tour, lorsqu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, regardez la carte du dessus de votre pioche, remettez-la soit sur le dessus de votre pioche, soit en dessous. Forcément ça synergise avec cette volonté de connaître la carte du dessus de son deck, de pourquoi pas filtrer aussi le dessus de son deck. Parce qu'on peut vouloir la jouer pour connaître la carte, mais on peut aussi vouloir la jouer pour tout simplement trier un petit peu le dessus de son deck et enlever les mauvaises cartes. Le problème c'est qu'elle est non ancrable, donc je pense que c'est pas une excellente carte. Ensuite on a un autre AA, Coq Kiradot, une 2-2 pour 1, Killer 1 qui n'a pas de texte, qui est allié, ça peut être intéressant, mais voilà on va passer très vite. Ensuite on a Isma, Conspiratrice à cran, une 2-2, Killer 1, pour 2 ancrables en vert. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Un effet qu'on connaît principalement dans le gris. À voir ce que ça peut amener dans le vert, mais voilà, je suis pas plus emballé que ça par cette carte. J'ai pas l'impression que ça va changer grand chose au jeu. Et elle a des stats quand même moyennes pour un coup 2. Elle vous permet de piocher et de trier un petit peu votre pioche, mais bon, je suis pas très très emballé. Et enfin, la dernière carte, parce qu'après on va s'arrêter, ça fait déjà 55 minutes que on tourne cette vidéo. La première légendaire verte pour 6 non ancrables, une 3-3, de très mauvaise stats en vert. Madame de Tremaine, amèrement jalouse, elle lord 2, c'est pas mal. Et ensuite, cela suffit, c'est sa compétence, vous pouvez l'engager. Choisissez un personnage avec au moins 1 de dommage et renvoyez dans la main de son propriétaire. Ensuite, chaque adversaire défausse une carte au hasard. Très déçu. 3 de stats, c'est évidemment très mauvais pour un coût aussi cher. Vous pouvez l'aurer 2 ou faire son effet. Ça aurait été pas mal qu'on n'ait pas ce choix à faire. Parce que là, en gros, vous allez engager une 3-3 au tour 6, enfin au tour 7 même, si elle a survécu. C'est quand même assez moyen. Il faut non seulement que le personnage adverse soit blessé, pour ensuite le remonter dans sa main et lui faire défausser une carte au hasard. Donc en gros vous vous débarrassez pas forcément de la carte que vous allez lui remonter en main. Il faut que celle-ci soit blessée et il faut que vous proposiez à votre adversaire, en tout cas que vous mettiez en danger votre carte, et en plus il faut qu'elle ait survécu un tour. Donc je pense que c'est malheureusement une très très mauvaise légendaire. Ça me fait penser un petit peu au Hercule vert du 7-6 qui était lui aussi très mauvais. Ils veulent pousser cet archétype dégâts, mais c'est pas avec ce genre de légendaire, je pense que ça va voir le jour. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie du reveal. Il y en a encore pas mal à faire, on va essayer de les faire assez vite pour éviter qu'il y en ait trop qui s'accumulent. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker, commenter et partager la vidéo. Merci à tous ceux qui le font. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!